Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée spéciale que je vais laisser se présenter, mais on aura l'occasion de parler de plusieurs choses, d'une carrière sportive de haut niveau, de changer complètement de parcours puis de rentrer en médecine, puis tout ce qu'il y a entre les deux. Donc, merci d'être venu à notre podcast aujourd'hui, Joanie. Fait que je te laisse te présenter. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je savais pas que je devais me présenter. Il me semble que tu as fait une belle job. J'avais laissé comme ça. Je te laisse la plateforme pour le faire aussi. Mais je m'appelle Joanie Rochette et je suis résidente en anesthésie. Puis, ben, comme tu as dit, j'étais ancienne athlète olympique en patinage artistique. Cool, super. Fait que, écoute, aujourd'hui, l'idée, c'était de parler d'un parcours qui est quand même atypique, que pas beaucoup de gens en médecine, puis qui font leur spécialisation, peuvent nécessairement en parler. Donc, je vais d'abord t'amener plus vers ta carrière sportive. Puis après ça, je vais t'amener un peu plus vers la transition vers la médecine puis la résidence, mais euh, le patinage artistique, Mhm. d'où ça vient? Ah mon Dieu, j'ai commencé à patiner, j'avais même pas 2 ans, là. Je venais d'un petit village près de Berthierville. C'est une île dans le Saint-Laurent. L'hiver, on allait à la pêche sur la glace. Fait que c'était comme naturel de patiner pour tout le monde là-bas. Puis ma mère voulait juste que je me fasse des amis avant de commencer la maternelle. J'étais enfant unique, alors c'était pas avec la prétention de un jour vouloir faire les Jeux olympiques, là. C'était vraiment un passe-temps puis une façon de sociabiliser là, quand j'étais jeune. Puis petit à petit, ça a comme pris de l'ampleur, mais sans que ce soit nécessairement toujours là, le plan A. Là, tu sais, je voulais aller aux Jeux du Québec, après ça, aller aux championnats nationaux. Puis naturellement, les choses ont escaladé. Puis c'est ça, les Jeux olympiques sont arrivés, mais c'était pas nécessairement ça qui était toujours l'objectif. T'es pas rentré à 2 ans te disant un jour je vais aller aux Jeux Olympiques pour représenter Non, Berthierville. mais tu sais, comme tous les jeunes, quand j'ai vu les Jeux à la télé, j'y rêvais. Mais mes parents étaient très réalistes. Ma mère me disait toujours que les chances que j'y arrive étaient très minces, mais qu'elle allait être là pour m'encourager, peu importe. Fait que c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Les petits objectifs qui sont devenus de plus en plus gros, qui ont pris de l'ampleur. Mais c'est ça, j'ai pas commencé dans le but de faire ça un jour. Puis quel genre de... ça va être drôle comme question, mais quel genre d'effort que ça prend pour atteindre éventuellement ce niveau-là? La dédication en termes de temps, ce que ça prend sur le corps pour atteindre le plus haut niveau de son sport. Je veux dire, les Jeux olympiques, c'est pas mal le summum dans beaucoup, beaucoup de sports. Qu'est-ce que ça prend pour se rendre là? Ah mon Dieu, c'est c'est une question. C'est une grosse question, C'est là. vrai, c'est une grosse question, mais je pense que premièrement, ça prend de la passion, là. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Ça a l'air un petit peu cheesy de dire ça, mais je pense pas que tu peux mettre autant de temps, autant d'efforts, de sacrifices, même si j'aime pas le mot. C'est Mhm. des choix qu'on fait, mais je pense que tu peux pas faire ces choix-là si tu n'aimes pas ce que tu fais à la base. Mais oui, il y a des moments dans ma carrière où j'aimais plus vraiment ça, aller patiner dans un aréna froid tôt le matin. Mhm. Fait que ça prend quand même une certaine persévérance pour passer à travers les périodes plus difficiles ou les moments où tu es moins passionné, justement. Ça prend aussi une bonne équipe autour parce que je pense que tout Olympien doit bien s'entourer, même si le patinage, c'est un sport qui est assez solo. Là. Moi, j'avais pas de partenaire, donc on nous voit, je suis seule sur la glace. Mais j'avais toute une équipe, mon entraîneur qui était incroyable. J'ai eu plusieurs entraîneurs dans ma carrière. Mhm. Mais c'est ça, de bien savoir s'entourer, des bons chorégraphes. Puis le patinage, ce qui est difficile de notre sport, c'est que c'est assez subjectif, c'est OK. jugé. Fait que c'est pas une note à l'école, les questions, choix de réponse, puis tu as 92 c'est une note objective. Le patinage, tu as des pointages sur des critères qui, des fois, peuvent... c'est ça, c'est un petit peu plus subjectif. Faut apprendre à vivre avec ça, avec le fait d'être jugé à tous les jours, avec le côté aussi, il y a un mélange très technique. Tu fais ton saut, tu fais toutes tes rotations, tu atterris sur la glace par en arrière, c'est beau. Mais il y a aussi tout le côté musique, artistique, le costume, le maquillage, la Ouais. coiffure. Puis des fois, tu reçois des commentaires qui peuvent être assez difficiles sur Ah bon? ton apparence, sur ton costume qui te fait pas bien. Fait que c'est vraiment De l'extérieur ou de l'intérieur? ben, les deux. OK. Des fois, ça peut être ton entraîneur aussi. Là. OK. Je pense que c'est quand même bienveillant. On est Mhm. dans la même équipe. Mais des fois, tu peux lire des commentaires sur des forums de sport, des D'accord. trucs comme ça. Fait que je pense que c'est un sport où tu dois bien t'entourer, justement, puis le prendre un petit peu avec des pincettes des fois, parce que sinon, tu peux pas survivre toute une carrière dans un sport artistique comme ça. Mais ouais, c'est ça. Je pense que
Ça prend de la discipline aussi, là, tout ce qu'on s'imagine d'un athlète. Il faut faire les heures, il faut s'entraîner à tous les jours. Ça prend du talent aussi. Ça prend de la chance aussi. On ne parle pas souvent de la chance, mais tu sais, être au bon endroit au bon moment, je pense que ça fait une différence. Puis j'ai été chanceuse aussi. Je venais pas d'une famille très fortunée, mais j'avais mes 2 parents qui travaillaient puis qui ont voulu investir en moi, ce qui n'était pas le cas de toutes les autres patineuses dans le club. Fait que ça, j'ai été chanceuse de ça aussi. Puis d'avoir rencontré les entraîneurs au bon moment, mes chorégraphes. Fait que je pense que c'est un mix de beaucoup de choses, de beaucoup de... Les étoiles doivent être sont alignées. alignées. Là. Ouais. C'est quand même cool. Je pense que ça démontre quand même beaucoup d'humilité de la part de n'importe quel athlète, en tout cas, ou ex-athlète de haut niveau, de faire référence à la chance, parce que je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est très, très vrai. Le monde médical demande toute votre énergie. Et pour vrai, vos finances, ça devrait pas être un stress de plus. Étant nous-mêmes résidents en médecine, on sait c'est quoi avoir des questions qui arrivent dès le début de votre parcours, tant sur la marge de crédit, le bon moment pour investir et même plus tard pour l'incorporation. Et c'est pourquoi on est heureux de vous présenter le sponsor de notre podcast, Drouin Gestion Financière. Reconnu dans le monde médical depuis plus de 15 ans, Drouin est une firme de gestion financière qui se consacre exclusivement aux étudiants, résidents en médecine ainsi qu'aux médecins pratiquants. Avec déjà plus de 3000 clients en médecine, leurs atouts majeurs, leur expérience, leur connaissance du domaine médical ainsi que leur indépendance face aux institutions financières. C'est une équipe expert en finance, comptabilité, fiscalité et hypothèque, tous sur le même toit. Ils sont là pour couvrir l'ensemble de votre vie financière, la simplifier, l'optimiser et vous donner la tranquillité d'esprit que vous cherchez. Nous les remercions d'encourager ce podcast et vous encourageons à planifier une rencontre d'introduction gratuite et sans engagement en utilisant le lien sous la description. Puis quand on performe un sport de haut niveau comme ça, avec la durée de temps dans laquelle tu as été, qu'est-ce que ça t'a permis de développer comme valeur, comme compétence? Qu'est-ce que ça t'a permis de devenir éventuellement comme future Joanie Rochette? Bien, je pense que le sport m'a appris à gérer mon stress, gérer la compétition, parce que je pense pas que c'est quelque chose de naturel. Souvent, on me disait plus jeune, « Ah oui, mais toi, t'aimes ça, la compétition, t'es bonne en compétition. » Parce que oui, c'est vrai, j'arrivais en compétition, puis on dirait que le petit peu d'adrénaline que ça m'emmenait, ça faisait que je réussissais mes éléments des fois mieux en compétition qu'à l'entraînement. Mais je pense pas que j'aimais ça nécessairement plus que d'autres. Puis souvent, ben, je me souviens clairement qu'avant chaque compétition, j'avais mal au ventre, puis je me disais pourquoi je fais ça? C'est la dernière fois que je fais ça. C'est fini, je fais celle-là, puis ça va être fini après. Puis après chaque compétition, ben, je me disais finalement, c'était pas si pire, je vais en faire une autre. Ça a continué comme ça pendant des années. Mais je pense que ça m'a appris justement à être plus à l'aise avec la compétition, le stress, puis aussi avec le fait que peu importe la voie que tu choisisses dans la vie, tu vas jamais aimer 100% de ce domaine-là. Puis oui, il y a des choses en patinage que j'ai détestées, mais ça faisait partie de la game si je voulais atteindre mon objectif final. Par exemple, les pirouettes en patinage. On me disait, comment tu fais pour pas être étourdi? Mais oui, j'étais étourdie, puis j'avais mal à la tête après une journée. Je faisais beaucoup de pirouettes. Mais il fallait que cet élément-là soit fort si je voulais avoir une routine avec le pointage que je désirais. Mais aussi, je pense que le sport, ça t'apprend à perdre surtout. Puis quand tu es jeune, c'est important. Quand tu es jeune puis que tu perds une compétition, ça fait mal. Puis je me souviens encore, là, j'avais 7-8 ans, une compétition où je voulais une médaille au championnat provincial, par exemple. Et j'ai pas eu de médaille. Et pour moi, ça a été un coup dur, là. Mais dur, tu sais, quand tu étais jeune, on dirait que d'apprendre à gérer ça, d'apprendre à gérer la défaite, puis de ne pas te décourager, de juste continuer, puis de remettre les efforts. Ça semble un petit peu cliché, là, mais... C'est la résilience. Ben oui, puis la résilience, exact, à chaque étape, de persévérer malgré les difficultés. Oui, puis je pense que si tu l'apprends, si tu le vis juste quand tu es adulte, puis tu n'as pas eu ça plus jeune, peut-être que c'est plus difficile, je sais pas. Mais... Ben, ce l'est parce que c'est drôle que tu dis ça, Joanie. J'ai eu la chance d'en parler, en fait, en stage à l'ICM avec Dr Lebon. Ah. Puis, parce que Dr Lebon avait fait beaucoup, beaucoup de sport, puis il me dit, moi, c'est une des choses que je suis quand même très réceptif à entendre chez un futur résident, le fait d'avoir justement fait du sport, surtout que ce soit du sport d'équipe ou du sport individuel, parce que justement, c'est exactement ça ce qu'il disait, c'est que ça t'apprend à perdre, puis que ça t'apprend que dans la vie, c'est pas juste du succès. Fait que si toi, t'es en stage, puis t'as raté ta canule artérielle ou t'as raté ton intubation, puis que je prenne ta place, c'est pas la fin du monde. Et que c'est une succession de choses et you take that, tu regardes qu'est-ce qui n'a pas marché et tu reviens l'autre jour en étant meilleur, puis that's it. Mais c'est pas une question qu'à chaque fois que tu as une défaite, tu te remets en question comme individu de est-ce que je suis à la bonne place? Oui,
ça fait partie du processus. Fait que c'est vraiment cool d'entendre. Toi aussi, basically répéter exactement la même chose. Mais ça fait quand même quelque chose quand je rate une cannelle artérielle. Toujours. Toujours dur pour l'ego. Si ma senior le sent, moi aussi, je suis correct. Mais c'est vrai, 100%. Mais avec le temps, on se distance de ça, puis on est juste content que quelqu'un la réussisse. Ah, exact. C'est sûr que quand on commence, c'est Chacune fait un petit peu mal. Ouais. Puis, Est-ce qu'il y a eu un moment marquant où est-ce que tu as su que tu pouvais te rendre justement aux Jeux olympiques, que tu t'es dit, il me semble que je suis rendu là, à la place où est-ce que je peux vraiment pousser la note, puis essayer du moins de tenter ma chance pour aller jusqu'à ces jeux-là qui sont comme tu disais, le summum du sport? Je pense que le moment tournant, ça a été quand j'ai fait la transition chez les seniors. C'était 4 ans avant mes premiers Jeux. C'était en 2002, je m'en souviens encore. Puis j'avais terminé 3e, puis envoyais celle qui était en première position aux Jeux olympiques de Salt Lake City à l'époque. Puis on dirait que c'était la première fois que j'ai réalisé que ce serait peut-être possible pour moi, que peut-être que ça deviendrait réalité. Je pouvais pratiquement toucher à celle qui était en première position. Je me suis dit, OK, dans 4 ans, ça pourrait être mon tour. Fait qu'on dirait que c'est là que le rêve s'est transformé en objectif à moyen terme, de façon réaliste. Pour pas juste mon rêve d'enfant, mais aussi la façon dont les autres de la fédération, mon entraîneur, les autres patineuses me percevaient aussi. Ça, c'était quand même un moment vraiment motivant de se dire, OK, je retourne dans l'entraînement, j'ai un plan de 4 ans, puis l'objectif final de ces 4 ans-là, c'est les Jeux olympiques. Fait que ça, oui, ça a donné quand même une grosse... beaucoup d'énergie pour poursuivre. Mais il y a eu quand même beaucoup de hauts et de bas avant de me rendre là. Ça n'a pas été un conte de fées, mais je pense que ça a été un beau moment quand le déclic s'est fait, puis que finalement, c'était plus juste un rêve. Puis avant ce moment-là, Johnny, c'était quoi l'objectif? What were you working towards? Parce que tu dis là, il y a eu un moment, un déclic, puis un changement de la perspective du rêve vers l'objectif. Mais avant, est-ce que c'était juste, j'y vais day by day, puis j'essaie juste d'être la meilleure que je peux? Ou comment tu le vivais avant ce déclic-là? Ben, je pense que ça prend des objectifs là, à court terme, à moyen terme, à long terme. Puis j'essaie de toujours rester concentrée sur les objectifs court terme. Premièrement, quand j'arrive à l'entraînement, c'est quoi mon horaire de la journée que mon entraîneur va me donner pour la semaine, pour le mois, où est-ce que je veux être dans 3 mois pour telle compétition. C'est un peu... Puis on réévalue tout le temps. Mais je pense que ça prend ces objectifs-là court terme pour rester motivé. Fait que, tu sais, il y a eu l'équipe nationale de faire des grands prix à l'international. C'était pas juste les Jeux olympiques, puis ça n'aurait pas pu l'être non plus. Là. Il y a eu beaucoup d'autres étapes à atteindre avant de me rendre là. Côté artistique aussi, il y avait beaucoup de trucs à développer, des chorégraphies, de travailler avec certains chorégraphes. Mais oui, ça prend du court terme. Tu peux pas juste vivre avec le long terme. D'accord. Ça me fait tellement penser en médecine quand on nous dit que c'est pas un sprint, mais un marathon. Puis c'est comme les petites étapes qu'on travaille tous les jours. Il y a beaucoup de parallèles dans ce que tu dis sur la médecine, mais je pourrais... Il y a des moments où j'aurais pu, en fait, oublier qu'on est en train de parler de sport, puis je suis comme, wow! Tous ces parallèles-là s'appliquent, en fait, à une carrière en médecine, puis une résidence, puis clairement, on y viendra. Mais avant de faire le saut, un moment marquant, ça a été Vancouver 2010. Quelle émotion que ça suscite chez toi? Ben là, c'est sûr qu'avec le recul, ça fait 15 ans, Vancouver, ça fait longtemps. Des fois, j'ai l'impression que c'était hier, là, mais ouais, ça va vite. C'est beaucoup d'émotions. Vancouver, premièrement, c'était un beau moment parce qu'il y a eu toute la préparation l'avant Vancouver. Fait entre 2006 et 2010, on se revoyait à chaque année pour nos camps d'entraînement, puis pas juste avec les patineurs, mais tous les autres athlètes canadiens, d'avoir des petits summums annuels, puis de rêver à Vancouver, de se visualiser. Fait que c'était pas juste le moment qu'on a tous vu en 2010. Là, ça a commencé, je dirais, 4 ans avant. Mais Vancouver... C'était des jeux magnifiques au Canada. Je pense qu'on était fiers de recevoir le monde. C'était tellement... C'est une super ville. Je pense que tout le monde avait ces sentiments patriotiques-là. C'est sûr que plus personnel, c'était pas des jeux très joyeux. J'ai perdu ma mère 2 jours avant le début de mes compétitions, qui n'était pas prévu. Puis j'aurais pas pu prévoir dans mon planning là, d'aucune façon. Avec ça, ouais. Fait que, tu sais, de devoir changer rapidement, s'adapter, changer de plan... ça a été... Je pense que j'ai été portée par mon équipe. Je me souviens de peu de choses après cette annonce-là. Je me souviens que j'étais un peu sur le pilote automatique.
J'ai dit que j'allais patiner, j'ai patiné, je me souviens pas comment j'ai fait. Mais en patinage, on est quand même chanceux parce qu'on a la musique. Puis la musique, ça te permet d'être dans le moment présent, tu sais, quand on dit « be in the now ». Fait que t'es pas une seconde en arrière, t'es pas une seconde en avant, t'es vraiment dans le présent. D'accord. Ça te permet d'oublier, OK, pour mon triple lot, je dois faire telle chose. Mais tu y penses pas, c'est ton corps qui le fait, D'accord. qui se rappelle des mouvements. Puis je pense que sans la musique, je sais pas si j'aurais pu patiner. Si j'aurais. J'ai Ali qui se corrige. Mais OK. Parce que c'est quand même... C'est ça, le fait de l'avoir tellement pratiqué que là, ton corps a comme basically associé la musique à ces mouvements-là, puis c'est presque devenu un genre d'automatisme pour toi, de ce que je comprends. Ben oui, exactement. Puis je pense que c'est un peu comme en anesthésie, quand ça va mal, il faut que tu développes ces automatismes-là. Quand des fois ton cerveau peut plus trop penser, il faut que ton corps sache quoi faire quand même. Puis je pense que c'est un peu ça, ben plusieurs athlètes, là, pour qui ça arrive, pas juste quand tu veux un moment difficile, mais juste en situation où il y a tellement de stress. Des fois, la meilleure façon, c'est d'arrêter de penser puis de juste laisser ton corps le faire. Bon, mais c'était pas applicable dans toutes les situations, là, mais je pense que c'est pour ça que l'entraînement compte tellement, tu sais, de t'entraîner, même quand tu te sens pas bien, même quand tu as la grippe, tu es malade, tu es fiévreux, puis tu vas quand même à l'entraînement, puis tu le fais, tu te prouves à toi-même que tu peux le faire dans n'importe quelle condition, puis c'est un entraînement autant mental que physique, je pense. Puis c'est ça que ça prend, je pense, pour être prêt pour une compétition comme celle-là. Puis tu sais, il y a tellement de médias, il y a tellement de gens à Vancouver, ça peut être un peu intimidant la première fois que tu vis des Jeux olympiques, c'est... Wow! Ça doit, pour vrai. Puis, ben, 15 ans plus tard, félicitations pour ça, pour avoir surmonté effectivement tous les challenges que ça avait été à ce moment-là. Puis par la suite, tu as fait la décision de poursuivre une carrière en médecine puis de retourner sur les bancs d'école. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là? Est-ce que t'as toujours considéré, en fait, en toi, avoir une carrière médicale? Comment tu l'as vécu à ce moment-là? Ben oui, je pensais toujours à la médecine, même quand j'étais au secondaire, quand j'ai fait mon cégep. Puis je me souviens la journée où j'ai dû prendre la décision de faire mon cégep à temps partiel. Je pense que c'était la 2e session du cégep. Puis je pleurais parce que je savais à cette époque-là que je devais renoncer à la médecine. Fait que j'y pensais déjà. Je regardais ma cotère. À l'époque, là, c'était affiché à l'école, mais la cotère que ça prenait pour aller en médecine. Mais ben, par chance, ça a évolué, là. Ils ont accepté des gens, même s'il n'y avait pas le parcours typique, puis d'être à temps plein au cégep. Mais c'était tout le temps important, peu importe si je faisais ma médecine ou non, ça a toujours été super important dans ma famille de continuer les études. Mais j'avais fait mes sciences nature parce que c'est ce qui m'intéressait, la biologie, la chimie, de comprendre un peu le corps humain, comment ça fonctionne. Les sciences, j'ai toujours été allumée par ça. J'ai toujours été une personne très curieuse, puis comprendre les choses. Même les cours de physique, d'électricité, j'ai toujours aimé ces matières-là à l'école. Fait que, je pense que j'aurais pu trouver autre chose que la médecine qui m'aurait plu, mais maintenant que j'y pense, ce moment-là, ça m'a quand même fait pleurer de devoir renoncer à ce rêve-là d'aller en médecine. Fait que j'y pensais déjà depuis un moment, je pense. D'accord. Mais les choses ont tourné en patinage, puis j'ai comme réalisé que c'est un sport d'hiver, puis j'avais 3 compétitions internationales à l'automne, puis 3 ou 4 à l'hiver. J'allais manquer quand même beaucoup d'écoles à chaque session. Les entraînements, ça devenait vraiment difficile d'être performante dans les deux. Je voulais pas faire les deux à moitié, mais il a fallu que je prenne la décision d'étaler mon cégep sur plusieurs années. D'accord. Et est-ce que ça a été difficile, suite à ta carrière sportive, de retourner, autant au niveau pratico-pratique, mais aussi au niveau personnel? Ben, je pense que au moment où je suis retournée à l'école, j'étais prête, j'avais envie, j'étais excitée. Je me sentais comme un enfant qui commence l'école en septembre, là, rentrée scolaire. Puis de faire un retour, c'était en plus en anglais. J'étais à McGill, j'étais un petit peu fébrile, mais finalement, ça s'est bien passé. Mais je pense qu'il y avait une certaine naïveté à ce moment-là. J'avais 29 ans, presque 30. Puis si on m'avait dit que je serais ici aujourd'hui, à 39 ans, encore résidente, je ne sais pas si j'aurais cru, j'aurais réalisé. Tu sais, je le faisais. Processus qui était à venir. Le processus, le 10 ans à venir d'efforts, d'examens, de nuits blanches avant un examen, de stress. Ben, vous savez, c'est quoi le parcours en médecine, mais je pense que j'étais un petit peu... Je ne sais pas si je le referais en sachant ce que je sais maintenant,
Mais je pense que quand j'ai pris la décision, je l'ai vécu dans le moment présent, une chose à la fois, un examen à la fois. Puis ça m'a emmené jusqu'ici aujourd'hui. Mais c'est quand même intense. C'est quand même côté vie personnelle, ben oui, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas faire les voyages que tu veux. Tu as quand même un cadre assez restreint, autant dans les études que pendant la résidence avec toutes les gardes. Tu sais, des fois, en anesthésie, c'est 2 fins de semaine par mois. En effet. Ouais. L'autre fin de semaine, tu passes à étudier parce que tu as un examen. Fait qu'il te reste une fin de semaine Où tu peux vivre un pour peu. vivre. Fait que c'est quand même assez intense. Puis de le faire à 35, 38, 39 ans, c'est... Oui, ça a été intense, mais en même temps, j'aime ça, j'aime étudier, j'aime apprendre. Mais oui, il y a des moments où j'ai eu envie de tout lâcher. Il y en a eu plus qu'un. Est-ce qu'il y avait des gens que tu avais vus qui avaient commencé dans le tard aussi, puis qui étaient comme des modèles de rôle pour toi pour commencer tard les études, ou c'était juste comme une surprise pour toi, puis t'es embarqué dans quelque chose que... C'est vrai qu'en début de médecine, on réalise pas ce que ça implique. Ouais, ce que ça implique dans les prochaines années, mais est-ce que toi, tu as eu des mentors ou des personnes comme ça? Bien, j'avais rencontré une anesthésiste pendant mes stages à l'externat, puis qui, elle, avait commencé sa pratique à 40 ans, justement. Fait que c'était un petit peu dans les mêmes âges que moi, puis qui avait un background un petit peu artistique avant. Puis elle m'avait beaucoup encouragée, puis j'hésitais un peu parce que, tu sais, je savais quand même que c'était 50 plus de résidence. Mais oui, c'est ça, elle m'avait quand même encouragée, mais même si tu as un modèle, je pense que de le vivre, c'est pas la même chose que de se faire dire que ça va aller, ça va aller. C'est plus facile de dire que de Ça va être vivre. worth it, toi, c'est ça. En effet. Oui, puis sûrement que ça va être worth it, là. Ouais. Et puis je suis contente de l'avoir fait, mais c'est beaucoup de... C'est des choix, des sacrifices. En effet. Ouais. Puis plus au niveau pratico-pratique, dans le sens que quand tu es retourné, tu es allé à l'Université de McGill, est-ce que c'était directement en médecine ou tu as dû faire comme des cours Mhm. extra-médecine avant? Mais j'avais tous mes cours de cégep de sciences, là, mais j'ai fait l'après-mède. Fait que D'accord. J'ai commencé avec des gens de 10 ans de moins que moi. Puis... Mais finalement, ça, c'est quand même pas si mal. Puis on avait des groupes d'études. J'ai vraiment adoré mes années sur les bancs d'école, en médecine, les examens, tout ça. Là, c'était quand même enrichissant. Puis surtout les premières années où c'est tout nouveau. Puis j'avais l'impression qu'à chaque journée, j'arrivais chez nous avec tellement de nouvelles connaissances. Ouais. Ça, j'ai quand même aimé ça, mais j'ai quand même eu une couple de nuits blanches avant les examens ou une nuit avec peu de sommeil à cause du stress, mais ça faisait partie de l'expérience, là. Mais surtout que tu te dis, entre le moment où tu es revenu pour faire ta pré-med, puis ton dernier cours au cégep, il y avait combien? Il y avait combien? 5, 6 ans. Fait que c'est quand même Ouais. aller Ouais. chercher des connaissances qui, oui, sont là, mais qui... Mais pendant l'été, je me souviens, pendant l'été, avant de recommencer, j'avais ouvert des livres, puis je m'étais pris un tuteur pour Trop fort. réviser des notions de base, puis j'avais quand même mis en place, je voulais quand même me donner les chances d'avoir du succès, parce que je savais que ça allait être beaucoup plus difficile pour moi que quelqu'un qui arrivait du cégep avec toutes ces notions-là fraîches en tête. Fait que je voulais arriver prête, puis je pense que... Puis oui, la première session de pré-med, j'avais gardé le tuteur, puis ça m'avait beaucoup aidé justement à rattraper ça, mais j'ai toujours été quand même une bonne étudiante. Tu sais, je vais au cours, j'étudie le soir, je suis quand même disciplinée pour ça. Fait que ça s'est bien fait. Mais la difficulté, je pense que ça a été de m'asseoir pendant 3-4 heures puis écouter des cours en anglais parce que c'est pas ma langue maternelle. Ouais. Même si je parle très bien anglais dans la vie de tous les jours, c'est pas tu sais, des termes médicaux. Exact, ça devient des termes comprends plus à peine. scientifiques, Ben ouais. oui. En effet. C'est tough, là, mais c'est venu. Là, après quelques mois, c'est revenu. Puis surtout, vas-y, Alain. Oui, mais tu parlais de discipline justement en médecine. Est-ce que tu penses que le sport, ça t'a aidé pour ce côté-là de la discipline dans l'étude, dans tout ce qui était comme quand il faut grind pour les examens, et puis juste apprendre la matière même quand on veut pas? Ben, oui, je pense que ça a aidé dans le sens où j'étais pas le genre de fille qui allait étudier là, 2-3 jours avant l'examen. J'avais quand même la discipline d'étudier un petit peu tous les soirs parce que, ben, surtout en médecine, avec la quantité de nouveaux matériels à tous les jours, ça peut facilement devenir une montagne avant l'examen. Mais c'est quand même assez différent. Je pense que les premiers mois, je trouvais ça difficile d'être assise aussi longtemps. Tu sais, j'étais habituée de... Mon travail, c'était avec mon corps, j'étais physique. Puis là, d'être assise pendant 3-4 heures, là, des fois, j'avais les petits... C'est exactement ça, ça allait être ma question. Ouais. Partir de quelqu'un qui est tellement justement sur la patinoire active dans le gym, puis là, être assise devant un cours magistral de 3 heures, ça devait quand même être un beau
Un beau changement. Oui, c'est quand même un changement, mais en même temps, il faut essayer de trouver un équilibre de vie puis essayer de faire son sport à l'extérieur quand même si c'est pas toujours évident de mettre ça à l'horaire, là, mais oui, ça a été difficile. Puis, qu'est-ce qui t'a amené en anesthésie par la suite? Bonne question. C'est pas le CARMS. C'est pas l'affaire, je peux être honnête. Pas les réponses toutes faites qu'on apprend avant l'entrevue, tellement on est nerveux. Mais je pense que c'est une succession de rencontres pendant l'externat. Tu sais, en médecine, on fait plein de stages, vous le savez, là, à l'externat, on est exposé à plein de spécialités. Puis c'est dur de se projeter quand tu connais à peine la spécialité, puis tu vois souvent juste les beaux côtés quand tu es externe. Mais je me souviens, à McGill, en deuxième année, on commençait, en fin de deuxième année, on faisait des journées en anesthésie. On avait une exposition un petit peu, ils nous préparaient à l'externat. Puis j'avais passé quelques journées avec une patronne qui m'avait dit « Ah, l'anesthésie, c'est parfait pour toi. Tu es athlète de haut niveau. Fait que, tu sais, aux Olympiques, c'est le même stress à tous les jours. Tu es capable de vivre avec ça. » Puis à l'époque aussi, j'étais parachutiste. Fait que j'avais ma licence. J'avais fait plusieurs sauts. Puis on m'a dit « C'est la même chose. » Tu sais, on parlait à me poser des questions sur le parachute. Puis à quelle hauteur vous sautez, à quelle hauteur tu ouvres. Puis j'expliquais tout ça. Ben oui, tu sais, j'ai un altimètre. Il faut que tant que je sois consciente de mon altitude, on fait des figures, mais il faut que je sache quand je suis à 5000, quand m'éloigner du groupe, puis à quelle hauteur ouvrir mon parachute. Puis après ça, où est-ce que j'atterris? Parce que des fois, avec les vents, selon où est-ce que j'ai été lancée de l'avion, avec ma grosse voilure, parce que j'étais débutante, peut-être que je pourrais pas me rendre au club. Fait qu'il faut que j'ai un plan B, il faut que je spotte les fils électriques, les obstacles, il faut que j'atterrisse face au vent. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Puis là, pendant ce temps-là, tu tombes à 200 km/h. Fait qu'il faut quand même que tu restes le sang-froid puis que tu peux pas figer, là. Faut que tu ouvres ton parachute puis il faut que tu prennes les décisions rapidement. Fait qu'elle m'a dit, c'est la même chose, la même conscience situationnelle en anesthésie. Elle faisait beaucoup de parallèles avec ça. Fait que je me suis dit, ben peut-être que c'est vrai, peut-être que je devrais aller en anesthésie. Fait que ça m'avait un petit peu... Je pense que le côté technique aussi, là, qu'on m'avait vendu, c'est comme le sport, c'est des petits mouvements, les épidurales. Mais je me souviens que avant cette discussion-là, j'avais vu cette patronne-là faire une épidurale avant d'endormir le patient. Puis à l'époque, je trouvais ça long. J'avais peut-être pris 3 essais là, à 3 niveaux, à piquet, puis il y avait un peu de sang dans le dos. Puis je trouvais ça dégueulasse. Gross. Oui, donc, à l'arrêt, ça marche pas, là. Mais tu sais, maintenant, chose qu'on sait, ça arrive assez souvent. Des fois, on se rend plus que ça. Plusieurs essais avant de faire l'épidurale, c'est pas dangereux, c'est totalement normal. Mais à l'époque, je me disais, non, je ferais jamais ça, de l'anesthésie, l'aiguille est grosse, voyons donc. Puis après cette discussion-là, ça m'était resté en tête. Puis je pense qu'au fil des mois, au fil des stages, j'ai dit, mais finalement, ouais, c'est vrai que c'est le fun de l'anesthésie, j'aimais ça, la vie en salle d'opération, les petites équipes. Puis je pense que ça c'est arrivé au jour de CARMS. Puis, je vais appliquer en anesthésie. Wow. Je sais pas si ça fait du sens. Ben oui, puis moi ce que je sais pas, toi, c'était quoi tes raisons, mais... Excusez-moi, c'est drôle. Maintenant, c'est Joanie qui nous pose les questions. Là. C'est parfait, on est là pour une discussion. Moi, je me rappelle, j'en avais parlé dans le premier épisode du podcast. Ça fait un petit bout, là. Ça fait un petit bout. Mais c'est moi pour ça. Moi, c'était vraiment plus loin. Maintenant, tu peux dire ta vraie raison. Là, t'es résident senior. Moi, en fait, c'était... Genre, je savais rien sur l'anesthésie. Puis c'était l'été entre la 2e puis la 3e année de médecine. Puis c'était ma copine dans le temps, là, mais qui est rendue ma femme, qui m'avait dit « Ah, va en anesthésie, tu vas rien faire ta journée, tu vas être assis, tu vas jouer à Candy Crush, on va pouvoir se texter au travail. » Puis là, j'étais comme « Mais non, mais c'est pas ça l'anesthésie, en fait. » Mais puis j'ai juste réalisé que j'en savais rien. Fait que je suis allé faire de l'observation, je suis allé regarder des Day in the Life of an Anesthesiologist sur YouTube. Puis moi, ce qui a été le déclic, c'est juste de réaliser qu'en fait, ma vibe match parfaitement avec les gens dans cette spécialité-là. Je sais que c'est pas nécessairement la seule raison pourquoi tu choisis ta spécialité, mais je me projetais dans ces gens-là. Puis je me voyais là-dedans. L'aspect technique, je suis pas nécessairement la personne qui est le plus passionnée par des suivis longitudinaux avec des patients. Là, j'aime avoir mon patient, focus sur lui, tout donner à ce moment-là. Puis après ça, I'm done. Quand je vais à la maison, c'est terminé. Fait que c'est un peu pour toutes ces raisons-là. C'est vrai qu'on a quand même une paix d'esprit quand on arrive chez nous le soir, à moins qu'on repense au cas de la journée. Mais quand on quitte l'hôpital, on ne sera pas rappelé. T'as pas de patient à transférer quand tu pars en voyage. Fait que c'est un peu pour toutes ces on ramène pas le travail à la maison, si on veut. Absolument. Contrairement à moi, qui ramenons nos listes. On n'a pas fini, je vais finir après souper.
Mais ouais, c'est super intéressant. Je me demandais si tu trouves qu'il y a quand même des parallèles entre justement le sport de haut niveau puis la médecine. Tu l'as dit, c'est un peu différent, puis c'est sûr que en médecine, on est sur des bancs d'école, on n'est pas nécessairement comme sur la patinoire. Mais est-ce que tu as trouvé quand même des parallèles entre les deux parcours? Ben oui, c'est sûr qu'il y a plein de parallèles, comme tous ceux dont on a parlé, le stress, être capable de gérer son stress puis de performer quand c'est le moment. Mais malgré tout ça, j'ai quand même trouvé ça très difficile, la résidence, parce que je suis une personne qui doute beaucoup dans la vie, même dans le sport. Est-ce que je suis en train de faire le bon entraînement? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Toujours dans ce mindset-là. Puis, en anesthésie, c'est pareil. Je doute tout le temps. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu faire ça? Puis, des fois, les patrons disent « Arrête, gars, c'est correct, ça va. » Mais aussi, un genre de syndrome d'imposteur, je pense que c'est installé quand je suis arrivée à l'hôpital. Puis, c'est comme « OK, qu'est-ce que je fais là? » Tu sais, je suis passée d'un milieu où j'avais atteint un certain niveau en patinage, j'étais estimée de mes collègues. Puis là, je passe de ça à rien parce que même si tu as accompli des choses à l'extérieur, tu arrives en salle d'opération, tu as un masque, tu as un chapeau, tu as des scrubs, puis il faut que tu mettes la veine, il faut que tu intubes ton patient. On s'en fout là, de ce que tu as fait avant, ça compte pas nécessairement. Mais oui, il y a des parallèles pour la discipline, tout ça, mais oui, ça a été tough au début, puis même encore, on dirait que c'est une transition qui se fait petit à petit, mais des fois de se sentir un peu imposteur dans ce nouveau monde-là. Parce que je pense que ça m'a pris peut-être 15 ans avant d'atteindre un certain niveau en patinage. Puis là, des fois, après 2 ans de résidence, tu veux que je sois confiante puis que je sois sûre de moi, alors qu'un patron qui a 30 ans d'expérience à côté de moi, ça, j'ai trouvé ça quand même assez difficile. Je pense que petit à petit, ça s'améliore. Petit à petit, je commence à me sentir un peu plus anesthésiste, mais ça a été une transition difficile de ce côté-là. Là. Puis j'en avais parlé dans un autre épisode dans le passé, mais on avait eu une présentation de Dr. Joly, je sais pas si tu te souviens, puis qui parlait du syndrome de l'imposteur. Ou peut-être c'est juste pour les R2, R3 à ce moment-là, puis il disait qu'il vit avec, puis je veux dire, Dr. Joly, c'est le président de la CUL. Fait que, puis il en parle, il dit au quotidien, même to this day, je vis ce syndrome d'imposteur-là, puis je pense qu'on le vit tous. Je pense que c'est quelque chose qui est en nous, de par notre aspect un peu plus perfectionniste-like, de vouloir vraiment bien faire. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis assez bon? Fait que j'ose croire que toi, tu l'as vécu encore plus dans le contexte où justement tu partais d'un environnement où, comme tu dis, tu étais estimé. Mais est-ce que tu as vécu ou tu as eu des expériences où le fait que justement tu avais une carrière qui était publique a eu une influence sur l'interaction que tu avais avec les gens, que ce soit les étudiants, les patrons, les collègues, les patients? Ben, un peu. Oui, il y a eu des situations cocasses là, qui sont arrivées. Je ne vais pas énumérer ça aujourd'hui, mais je pense que c'est peut-être plus difficile parce que quand tu veux bâtir une relation avec un patient, c'est difficile si tu as eu une carrière avant puis ils te reconnaissent de « Ah, tu es une patineuse. Ouais. Puis je pense que ça en fait partie de mon syndrome de l'imposteur, peut-être. Puis aussi, ben moi, quand le patient me reconnaît, on dirait que ça ajoute une pression. Tu sais, quand tu es à vendre, puis tu apprends à mettre des veines, là, c'est sûr que dans ta journée, tu vas en manquer une coupe, puis ça va faire une petite éclose au patient. Mais le fait que le patient sache que c'est Joanie Rochette, l'ancienne patineuse, qui m'a fait ce bleu-là, on dirait que c'était une barrière, ça m'ajoutait un stress. Puis j'aimais pas ça. Puis, tu sais, mettre une veine, là, c'est un geste banal. Là. On s'en fout de l'avoir ou la rater, mais c'est le seul geste que le patient te voit faire. Fait il va te juger sur la façon dont tu mets ta veine. Puis là, tu as l'inalo qui te regarde mettre la veine, qui dit à gauche, à droite. Tu as ton patron qui te regarde, puis tu sais qu'il est en train de mettre ses gants. Tu as le patient qui te regarde. C'est juste une veine, là. C'est pas un gros geste technique. Mais des petites choses comme ça que je pense que je me suis mis beaucoup de pression au début. Puis c'est des gestes techniques qu'il faut apprendre. Puis tu sais, il n'y a pas de secret, il faut en faire. Puis il faut qu'on en rate de temps en temps. Ça va. Puis même encore aujourd'hui, on va tu sais, des fois, je vois des patrons de 30 ans d'expérience rater une veine, ça arrive. Là. Mais on dirait que si le patient me reconnaît, j'aime pas ça. Puis d'une façon, je me présente jamais avec mes 2 noms. Puis c'est rare que ça arrive. Mais c'est arrivé récemment. C'était une jeune patiente qui m'a pas dit qu'il m'avait reconnue. J'ai fait l'anesthésie, tout a bien été, puis elle avait une épidurale, donc je la suivais à l'étage, je suis allée la revoir, juste voir comment la gestion de la douleur allait. Puis elle m'a dit « Est-ce qu'on peut avoir une photo? » Puis elle m'a dit qu'elle m'avait reconnue. Genre, mais mon Dieu, on n'en a pas parlé. Elle dit « Oui, mais j'ai vu ta carte. »
Wow. pendant que, j'imagine, je mettais une veine. D'accord. Puis j'ai comme pas pensé à ça. Puis elle, c'est une ancienne patineuse. Fait qu'il y a eu une couple de situations comme ça. Mais sinon, tu le sais, au bloc opératoire, là, on n'a pas l'air de ça. Exact, On on a a un le masque. chapeau, on a un masque. C'est plus impersonnel, d'une certaine façon. On est tout habillés pareil. Fait que je me fais pas vraiment reconnaître. Il y a eu quelques petites... Je pense que l'anesthésie, c'est bien pour ça aussi. Oui. Je veux dire, pour La radio aussi, ça aurait pu être... Oui, la radiologie, ça était encore mieux. Puis les fois qu'on voit des patients, c'est souvent dans des contextes que je suis en scrubs avec un masque aussi. Donc, oui. C'est pas la même relation qu'un médecin de famille pour avoir avec son patient. Ouais. C'est ça. Puis l'épisode tire malheureusement à sa fin, Joanie. Puis pour vrai, à chaque épisode, on dit la même chose. On pourrait continuer pour 2 heures, mais bon, malheureusement, on nous a déjà fait le signe de la fin. Mais on termine toujours en donnant l'opportunité à notre invité de se voir ou de parler en fait à la Joanie qui avait 5-6 ans, qui est passionnée par le patinage artistique, mais qui est aussi passionnée par ses études, puis qui se projette éventuellement dans le futur. Puis là, qui en fait a réalisé exactement tout ce qu'elle voulait réaliser. Qu'est-ce que tu aurais comme message à lui dire à cette jeune Joanie Rochette? C'est une question assez... une grosse question. Je ne sais pas ce que je lui dirais directement comme ça à 5 ans. Mon Dieu, l'entrée en maternelle. OK. Donc, c'est mais de dire au petit Gabriel... Non. C'est vrai que 5 ans, c'est tout. Excuse-moi. Non, mais c'est bien correct. Je pense que j'essaierais de la rassurer. Parce que je pense que même jeune, j'avais toujours ce côté-là, moi, qui voulait bien réussir dans la vie, bien réussir ma carrière, avoir des bonnes notes à l'école. Puis je pense que même jeune, j'avais cette pression-là que je me mettais moi-même. Ou peut-être c'était pour que mes parents soient fiers ou mon entraîneur soit fier. Mais peut-être que je ferais juste me dire de pas être autant... do not worry so much. Je sais pas comment le dire en français, là, mais inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Juste me rassurer, peut-être. Ouais. Wow. Non, mais c'est vrai. Puis, je veux dire, c'est tout le temps un moment spécial à la fin de l'épisode quand les gens ont cette opportunité-là, puis chacun le voit d'une manière tellement différente. Fait que merci infiniment d'être venu. Je pense que tu as été super ouverte, puis on a pu parler de plein de choses que les gens vont pouvoir en retirer plein de leçons. Merci Alain, j'espère que tu as aimé l'épisode aussi. C'était excellent. Merci à vous deux de m'avoir reçu. C'était très cool comme expérience. Merci infiniment. Fait que merci aux auditeurs, puis nous, on se dit à un prochain épisode. Good job!